Bonjour à tous, nous sommes le 22 mai. 22 mai en Martinique, c'est une date très symbolique puisque c'est la date de la libération des esclaves martiniquais. Je profite donc pour saluer nos auditeurs, les téléspectateurs de la Martinique. Nous sommes en direct de ZCL, en direct aussi de RHT, Radio Haute Tension. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous parlons un petit peu de l'histoire puisque nous allons recevoir tout à l'heure Brigitte Rode. Bonjour Brigitte. Bonjour, bonjour à tous. On va recevoir un peu plus tard Alex Mondello qui organise une manifestation culturelle autour du 27 mai, c'est 50e l'année histoire PEP Guadeloupe, c'est écrit dessus. Et puis nous parlerons plus tard avec Henri Gayadine qui vient de sortir un ouvrage Éducation et territoire dans la mondialisation, l'exemple de la Guadeloupe. C'est un livre qu'il faut lire, hein, absolument. Voilà pour nos invités qu'on va recevoir. Alors, sur l'actualité aujourd'hui, après la nomination de Laura Flessel, eh bien, réaction dans le monde sportif franco-guadeloupéen, on va dire comme ça. Maurice Cessé est à Paris, il va nous en parler. On parlera aussi plus de sport, du 20e relais inter-entreprise. Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce relais inter-entreprise, mais on va quand même parler parce que le top départ, c'est le 27. Et puis, débat challenge au MAC, c'est des jeunes Guadeloupéens avec leurs enseignants qui essaient de se mettre au niveau de la discussion en anglais. C'est pas toujours évident. On va voir le reportage tout à l'heure de Anne-Elisabeth Arcet. Voilà donc ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons développer tout ça, mais pour là, nous allons parler avec la responsable, l'élu responsable de la culture au conseil départemental. Il s'agit donc de Brigitte Rode. Brigitte Rode, qu'on connaît, avocate, mais aussi, on peut dire, avocate de l'histoire de notre pays. Elle sait de qui en tenir. Bonjour Brigitte. Bonjour Danick, bonjour à tous. Alors, c'est la 8e édition déjà de Fort en famille. Alors, exact. Quel est, on peut dire globalement, l'esprit de ce Fort en famille, avant même d'entrer dans le détail de la manifestation? La philosophie, en quelque sorte. Depuis 7 ans, donc nous sommes à la 8e édition, le Conseil général, puis le Conseil départemental, organise dans les forts départementaux, donc au cœur même de ces sites patrimoniaux et mémoriaux, cette manifestation populaire de très grande envergure qui est Fort en famille. Qui est unique d'ailleurs dans la Caraïbe. Hein. Unique, oui. unique. Et je pense que la Caraïbe n'en va pas suivre, mais qu'elle viendra à nous. Oui. Je le dirai tout à l'heure pourquoi. Donc à l'occasion de la commémoration de l'épopée d'Elgrès et de ses compagnons, contre le rétablissement de l'esclavage en 1802. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. De toute façon, le mois de mai, c'est un mois de mémoire. Oui. En quasi martiniquais, bonjour, et en comptant 22 mai, nous tini 27 mai. Donc c'est vraiment ce... Voilà, c'est dans 5 jours. Oui. Et nous, on s'y est pris à 2 fois, hein, parce que nous, c'est notre deuxième commémoration voilà, contre l'esclavage. Donc de l'abolition de l'esclavage. Et c'est ce thème fort qui est important, d'autant plus important qu'il est important de se rappeler, de s'approprier notre histoire. Alors, se l'approprier comment? Se l'approprier en termes culturels, se l'approprier aussi en termes sportifs, se l'approprier en termes de mémoire et aussi de lionnage, d'échange, parce que nous sommes dans un univers partagé, malheureusement, qui a connu la colonisation, l'esclavage, et cet univers, c'est la Caraïbe, mais ce sont aussi des pays plus lointains. Des pays comme cette année le Brésil. Nous avons invité le nord-est du Brésil parce que c'est là où il y avait des villages de marrons. C'est là où cette tradition ancestrale afro-descendante est restée, a été gardée. Et c'est un véritable ambassadeur de la culture afro-brésilienne que nous avons avec nous cette année avec le ballet Focorico de Bahia. Alors, on va entrer dans le détail tout à l'heure, mais je pense que nous avons dans nos téléspectateurs des amis haïtiens et qu'on va saluer d'ailleurs nos amis haïtiens qui sont ici et leur dire qu'il y a une petite nouveauté, Brigitte, c'est que le fort très connu en Haïti de la Citadelle fait partie de cet ensemble du fort en famille de la Caraïbe. Oui, parce que depuis 2012, il y a eu cette volonté venue du Conseil général de Guadeloupe, hein, c'est la Guadeloupe qui a donné le là, pour que les forts de la Caraïbe puissent avoir une route commune, puisque nous avons une histoire commune. Nous avions Porto Rico, Saint-Kitts, Saint-Eustache, Antigua, Martinique, Guadeloupe. Oui. Et
cette année, nous avons, depuis l'an dernier d'ailleurs, mais cette année, ça fait partie du programme Interreg que nous avons défendu, et nous avons inscrit Haïti. Haïti et Cuba, mais Haïti avec la Citadelle, Haïti avec Sans Souci, Haïti avec Ramier, et j'espère que l'an prochain nous ferons quelque chose d'extraordinaire avec Haïti, puisqu'il y a une communauté haïtienne ici qui est très nombreuse, on le sait. Et puis nous avons une histoire commune. Oui, nous avons une histoire commune parce que quand Palen a vu, s'est rendu compte, parce que c'était le compagnon de Delgrès et d'Ignace, et bien quand il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement il y avait eu cette, je ne dirais pas un échec, mais nous sommes allés jusqu'à la mort pour faire valoir cette liberté. Ben, cette liberté, il l'a portée en Haïti. Il était aux côtés de Dessalines. Donc, je veux dire, on a une histoire commune, une histoire de résistance, une histoire d'humanité, une histoire de dignité commune, et ça fait partie de notre culture. Je ne sais pas si je vais vous l'apprendre, mais le jour où les Haïtiens, en 1804, ont signé l'acte d'indépendance, ben, il y avait un Guadeloupéen. Un Guadeloupéen qui avait échappé à la répression on peut dire, post-Delgrès, puisque vous savez, après 1802 et ce qui s'est passé au Matouba, les Guadeloupéens sont partis, parce que vous savez, c'était une répression farouche qui se faisait ici, et donc il y avait un général, qui s'appelle le général Manteau, qui donc a co-signé l'acte d'indépendance d'Haïti. Donc le lienage entre les Haïtiens et nous, il est tout à fait normal et compréhensible. Et je dis ça pourquoi? Parce que on va faire une petite essise. Les gens qui disaient récemment qu'ils se laissaient tromper par les sirènes du Front National et pour vous rejeter les Haïtiens, ben justement, Haïti c'est nous-mêmes, et nous-mêmes c'est Haïti, pas gain de problème, comme on dit là-bas. Il y a les petites histoires et il y a la grande histoire. Et c'est cette grande histoire que nous voulons, que nous tenons à marquer et à écrire jour après jour entre Caribéens. Alors, dans le concept, il y a fort en famille. Alors, on a parlé de fort et famille. Famille, parce que c'est une manifestation populaire. Ben, les familles, même s'il y a 5 générations, ben, les 5 générations, elles viennent. En poussette, s'il y a un problème de mobilité, bien, nous aidons aussi, nous contribuons. Nous avons chaque année des cars qui sont mis à disposition dans les différentes communes qui sont liées en âge avec le conseil départemental pour cela. Cette année, nous avons Mornalo, nous avons Gosier, qui a toujours été là, et nous avons aussi Pointe-Noire. Et effectivement, eh bien, j'allais dire, je dis toujours, de 2 mois jusqu'à 120 ans, si on veut aller jusqu'à Jeanne Calment, comme Jeanne Calment, eh bien, on est vraiment invité à venir. Et c'est vrai que les manifestations sont formidables, et particulièrement le clou, c'est le 26 mai au Fort Delgrès. Tout à fait. Alors, on va partir dans l'ordre. Déjà, tout à l'heure, Brigitte, vous serez quelque part. Tout à l'heure, quand je quitte le studio, je vais à l'université, parce qu'à 14h, avec Walson Botelio, qui est le manager, qui est, j'allais dire, le maestro de cette troupe, qui est aussi anthropologue, qui est aussi un chorégraphe, eh bien, nous avons cet échange avec les universitaires et particulièrement les étudiants à Saint-Claude. Et ça, c'est 14h. Mais à 18h30, il faut tout le monde bastait. Pas rien qui me bastait d'ailleurs. Tout le monde Guadeloupe qui paie. Vous êtes en local à Voukoum, parce qu'à 18h30, bien, il y a cet échange avec le mouvement culturel Voukoum. Cette année, nous avons souhaité que les associations, les mouvements culturels, l'université, les scolaires, qu'il y ait les anthropologues, les sociologues, qu'il y ait vraiment de tous horizons cette valeur partagée. Qu'est-ce que nous avons ensemble? Qu'est-ce que nous avons pu garder de l'Afrique? Qu'est-ce que nous avons pu faire valoir de cet héritage qui est immense afrodescendant entre Guadeloupe et Brésil? Voilà. Que sont nos deux peuples? Et c'est pour cela aussi que nous avons, et ça c'est merveilleux, parce que depuis le 15 jusqu'au 25 mai, nous avons à l'Archipel Guadeloupe, avec notre partenaire l'Archipel Guadeloupe, nous avons aussi cette résidence d'artistes, de création sur une œuvre de Guy Tirolien. Dont c'est le centenaire. Le centenaire. Et là, nous avons voulu aussi que Marie-Galante soit à l'honneur. Alors vous me direz, il n'y a pas de fort à
à Marie-Galante, mais il y a quand même un château. Ah, mais il y a un le château Murat, important et imposant. Oui. Quand même. Et c'était aussi... les gens qui sont allés à Terre de Blues ont vu ce château. Exactement, parce que Murat, c'est-à-dire le département et Terre de Blues, c'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour qui se renouvelle et qui se nourrit chaque année. Donc, avant Terre de Blues, en tout seigneur, tout honneur, nous aurons aussi cette soirée littéraire, littérature, poésie et musique avec Amy Taco et avec Jacques Damprobe sur l'œuvre narrative littéraire de Guy Tyrolien le 24 à 18h au Château Murat à Marie-Galante. Et donc, déjà mardi 23, c'est-à-dire demain. Au Fleur d'Épée tout près là. Voilà. Fort-en-Limier, il y a une conférence. Fort-en-Limier. Alors, nous avons 2 événements. Nous avons pour les danseurs, ceux des mouvements culturels, pour ceux qui veulent faire une formation en percussion et en danse, nous avons la masterclass à l'Archipel de 9h à midi, 23 mai, mardi 23 mai. Mais mardi 23 mai, nous avons un événement. Je l'appelle ça un événement parce que lorsque nous avons en commun des gens comme ceux du Brésil, Walson Bettelio, des gens comme ceux d'ici, qui sont quand même des métamoniaques, quand on voit Félix Cotellon de reprise, qu'on voit Madame Lonumo, quand on voit Léna Blou, Marilyn Daomé, ce panel, je veux dire, d'acteurs culturels sera là aussi pour cet échange Guadeloupe-Brésil sur nos cultures partagées. Et ça, c'est Fort-en-Limier, au Fort Fleur d'Épée à Gosier, demain 23 mai à 19h. Alors, on attend du monde également. Oui, Kenny Moun là. Ah, Kenny Moun, tout bonnement. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, Brigitte. Ça signifie que le Conseil général met l'accent sur la mémoire et sur l'histoire à la fois pour les Guadeloupéens. Parce que j'entends souvent dire, ah ouais, c'est pas de l'esclavage, ça n'a pas passé, etc. Mais ces juifs-là, comme parler de l'histoire tout le temps. Mais c'est en nous, mais ces juifs-là, mais tout pays fier de... dernièrement, nous voyons une vidéo, on a drapeau haïtien. En passant, si vous voyez, mais des chanteurs d'une école, et puis des chanteurs connus aussi, sur la force du drapeau. Mais ça fait partie de leur histoire, parce que le drapeau, c'est quoi? Le drapeau, c'est un peu comme en France aussi, en 17... Ah, moi, ça m'a donné... ça m'a donné... Même la réflexion, je veux dire, j'entendais José Toribio à un moment parler de 2 États associés parce que on a tellement peur de l'indépendance. Mais je dis même au niveau de l'autonomie et même sans autonomie. Pensez à un drapeau, pensez à soi, pensez à ce que nos ancêtres ont fait. On a les 50 ans de mai 67. Mais on pense que les patriotes guadeloupéens, ils sont venus là comme ça, non pour faire de la diversion, pas du tout. Parce qu'ils ont appris qu'il y a une conscience, il y a une dignité de l'homme. Et il y a eu cette valeur humaine, j'allais dire humaniste, qui a été portée pendant ces années-là. Bon, massacré, mais bon, il y a toujours des bourreaux quelque part. Mais à un moment, même les bourreaux, ils s'arrêtent aussi, ils sont fatigués. Bien sûr. Donc, c'est cet élan, cette conscience de soi, cette affirmation de soi. Les psychologues en parlent, mais on nous vive ça. Brigitte, en cas poser aux questions là, parce que peut-être tout le monde n'a pas dit ça. J'ai relu avant de venir, j'ai jeté un coup d'œil, 163 jours de prison. Oui, 169 jours de prison. Félix Rode. Oui. Comment Rode. vous avez vécu ça à l'époque? Moi, j'étais toute petite. Oui, j'avais jeune, pas encore 7 ans. J'étais toute petite. Je vais vous avouer que le soir, j'ai entendu mes parents parler. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer le lendemain matin à 6h. Parce qu'on avait averti mon père qu'il allait être arrêté, puisqu'il y en avait marre qu'il soit l'avocat des patriotes. Donc, il savait que... Et comment je l'ai vécu? Eh bien, je peux dire que la petite fille de 6 ans que j'étais, ma soeur, elle avait 3 ans et demi, quand nous avons été amenés par des gendarmes... Vous avez été amenés à 6 ans par des gendarmes? Amenés par des gendarmes dans la Jeep du gendarme qui avait été relayé pour cela à l'école.
j'avoue que j'avais honte, pas de mon père, bien sûr, mais j'avais honte de cette inhumanité. Et c'est vrai que pendant des années et des années, ça a été une rébellion intérieure. Et puis après, on transcende. Et puis, c'est pas parce qu'on chien jappé que ok modé. Donc, ça nous grandit, ça nous grandit. Et puis, bon, les années Focard, heureusement, elles ne sont plus. Elles ne sont plus. Et dire que Focard, c'était quand même un gourbier, hein, c'est-à-dire, nous avons nous quand même. Mais bon, il y a de tout. Il y a de tout. Et il faut transcender ça. Il faut s'élever. Et ces gens-là se sont élevés. Ils se sont tellement bien élevés qu'ils ont gagné le gouvernement français. Absolument. Ils ont gagné le procès des patriotes guadeloupéens. Et on sait le rôle qu'a joué Maître Félix Rode à l'époque. Et le journal Progrès Social, il faut dire ça aussi. Et le journal Progrès Social, qui pas lâché à rien. Le journal qui était le journal le plus souvent saisi. Mais qui 38 fois et 38 procès gagnés. 38 procès. 38 fois saisi, 38 procès gagnés en diffamation et saisis. Naturellement, leur avocat, c'était Félix Rode. Mais il faudrait qu'avec l'atelier bâtonnier Félix Rode, comme j'ai tous les écrits, j'ai dit à Jarod Durimel, qui est vraiment un grand militant à ce niveau-là, je lui ai dit qu'on va faire quelque chose ensemble. Je sais que Roland Ezelin est là, Evita Chevry, enfin, Robert Valerius, mais je veux aussi apporter ma contribution pour qu'effectivement, tant en matière de procédure pénale qu'en matière de connaissance du peuple guadeloupéen. Et de notre histoire. C'est une partie de notre histoire, ça. Je me souviens quand j'étais petite, quand j'allais un peu partout avec mon père et ma mère et nous sillonnions, enfin c'était plutôt eux qui sillonnaient la Guadeloupe, et particulièrement avec les paysans pauvres comme d'Estival, mais c'était des choses extraordinaires. Avec, il y avait Guy Conquête, mais c'était sublime. Donc c'est vrai qu'on me dit qu'il faut que j'écrive un livre, bon il faut que je trouve le temps. Il faut que je trouve le temps. Je pense que Brigitte Rode devrait publier un ouvrage de réflexion sur la culture. Bon, vous prenez le défi. Oui, mais il faut que le peuple m'aide. Hein. Oui, le peuple qui dit. Alors, revenons à nos moutons. Alors, vendredi 26. À notre fond en famille. Oui, fond en famille. Oui. Alors, fond en famille le 26. Alors, le 26, c'est le clou. L'an dernier, nous avions eu Gospel sur la colline. Tout à fait. Il y a eu un film d'ailleurs. Oui, une restitution. Alors, j'avais eu un problème personnel ce soir-là. Je n'ai pas pu venir, mais enfin, le mois est haïssable. Et puis, bon, on n'est pas indispensable. Le film est là, avec Firmine qui était là avec Benjamin Falera, ça a été magnifique, c'était le 10 mai. Encore une date historique pour nous, parce que le 10 mai, c'est la programmation de Delgrès. Tout à fait. En Guadeloupe. Il ne faut pas l'oublier. J'avais reçu le texte. J'avais reçu le texte. Mais c'est extraordinaire. Donc là, le 26 mai, comme chaque 26 mai au soir, nous avons la locution de Madame le Président du Conseil départemental, en tout seigneur, tout honneur. Nous aurons la restitution de la résidence d'artistes de création à 19h15 avec texte en parole, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les poètes et aussi la troupe qui s'est mixée avec les Guadeloupéens, avec les Caribéens pour faire quelque chose d'extraordinaire en hommage à Guy Tyrolien. À ne pas rater, 26 mai 19h15. Et alors, le clou, c'est le Brésil en explosion avec tous les... Alors, en plus, ça s'appelle Héritage sacré. Tout à fait. Donc, le thème parle en lui-même et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, nous avions 6 à 7 000, nous attendons 8 000. Et c'est gratuit, hein? Oui, c'est ça. C'est gratuit. Donc, venez, venez poussette azote. Si, ou pas, je sais, si on s'y appelé à bénédiction, venez par appli là. Mais ça sera sublime, sublime, sublime. Le 26 mai, au Fort d'Elgrès, 19h, on vous attend. Et c'est même pas fini parce que le 27, ça va continuer. Ah ben, le 27, c'est jour à nous. Le 27, c'est... Je dis que le 27, c'est le jour national de la Guadeloupe. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui 22 mai, c'est la Martinique. Eh bien, le 27 mai, c'est la Guadeloupe. Tout à fait. Et nous avons les cérémonies protocolaires, mais avant, à 9h, on a le cross avec la Gauloise, qui est notre partenaire habituel, avec un jeune aussi guadeloupéen, ICM. Et vous verrez que le 27, il y aura un éclairage, mais un éclairage solaire, le 26 au soir. Il y aura un éclairage solaire grâce à ce jeune-là, qui a une ingénierie particulière dans le développement durable.
Et le 27 mai, eh bien, 9h du matin, le cross de la Gauloise. 11h, la cérémonie protocolaire, région, préfet, dépôt de gerbe, les lycéens seront là. Jacques Martial aussi sera là parce que nous aurons quelque chose, une lecture extraordinaire de Guy Tyrolien concernant justement cette épopée d'Elgrès. Et le soir, nous aurons un film. Nous avons d'abord, à 16h30, tous les ateliers, alors, initiation à la danse brésilienne, gros caille, Makassi, pour ceux qui sont un peu plus coucou casse-cou. Et le soir, à 19h, nous avons le film magnifique. Les figures de l'ombre. Et ensuite, naturellement, Fort en Diffé, non, Fort en Limier, avec le feu d'artifice. Bon, c'est un programme extraordinaire. Extraordinaire. Et ça veut dire, Brigitte, on est à la 8e édition et tout à l'heure, en off, on pense déjà à la 10e. Oui, on pense déjà à la 10e. Alors la 9e, ça sera une belle transition, on l'espère, avec Haïti, pourquoi pas avec le Bénin aussi. Et la 10e, alors là, ça sera la poétéose avec nos différents pays qui constituent la route de Carrefour. Et ça serait bien d'avoir aussi un petit lionnage cubain. Oui, moi je pense que Cuba a son rôle à jouer dans cette affaire. C'est la présidente, on va proposer à la présidente. En général, la présidente, il y a toujours aussi un petit truc de plus qu'elle nous donne dans les propositions qu'on fait. Donc on est en lionnage perpétuel et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Oui, comment expliquer votre enthousiasme J'aime la culture, j'y peux rien, mon Dieu, je suis en train de crier dans le studio, peut-être que j'espère que les téléspectateurs seront obligés de baisser sur le... J'aime ça, je vis de ça, je vibre de ça, et le jour où j'ai été proposée pour être présidente de la commission culture, je n'étais même pas là parce que je plaidais, et c'est Jacques, le premier vice-président, donc Jacques Anstel, qui a dit mais pourquoi pas Brigitte à la culture, je sais qu'elle aime ça, et puis c'est vrai, et puis il faut dire aussi que j'ai une sacrée équipe. J'ai une sacrée équipe, mais de tous les secteurs, les gens du Fort, ceux du musée Edgar Clair, ceux du musée Schellcher, ceux de Beau Soleil, du Fonds d'art contemporain. On a des métamoniaques. Mais ça vous fait quand même une activité démultipliée aussi. Oui, et quelquefois il faut que je fasse attention sur la route le soir. Ça c'est vrai, Oui. En tout cas, alors on retient donc Fort en Famille, 8e édition, dès demain soir. Alors, dès ce soir, Voukoum à Basse-Terre à 18h. Et puis, ensuite, 23 mai, on a Fort Limier à Fleur d'Épée à 19h. Et après, 26 mai, Fort des Graisses, 19h. Et là, c'est... Alors, c'est la question que je pose chaque année. Quand est-ce qu'on va débaptiser le Fort Napoléon? Alors, Fort Napoléon, on est en pleine réflexion. Mais il faut vraiment... Moi, ce que je tiens à ce que la population saintoise, et particulièrement Terre-de-Haut, mais je dis saintoise parce que les Saintois, il y a des grandes figures, particulièrement des grandes figures de la résistance et de la dissidence. Attention, tu as des Beaujolais, tu as des Colidor, tu as d'autres personnes aussi sur Terre-de-Haut. Donc, qu'on voit avec le maire de Terre-de-Haut, qu'on voit avec la population saintoise, le peuple saintois, les associations, l'association du Fort, mais elle est plutôt gestionnaire, mais que l'on voit avec vraiment le peuple ce qu'il veut. Mais c'est vrai, on dit déjà qu'il ne s'agit pas de Napoléon Ier, c'est-à-dire l'esclavagiste, c'est pas Bonaparte, c'est Napoléon III. Donc déjà, nous gagnons un petit soulagement. Mais on est en train de voir. C'est un fort qui a été créé après 1848. 1844 à 1877. Voilà. Donc je veux dire, et ça n'a rien à voir avec Napoléon Bonaparte, l'ogre esclavagiste. Il a quand même servi de prison quand même pendant la guerre. Il faut le dire. Et puis, il faut dire, on a un très grand Guadeloupéen qui était au Saintin, qui était emprisonné. C'est Valentino. C'est Valentino. Donc, il y a une très belle réflexion. On a de trop grands hommes pour pouvoir les oublier. Ça n'est pas possible. Merci en tout cas, Brigitte Roth, d'être venue en direct nous dire tout ça. Rendez-vous, on va encore le rappeler ces jours-ci. Il est 12h59. On va prendre une pause publicitaire et on va se retrouver tout à l'heure pour développer l'information et puis de recevoir nos deux prochains invités. Je vais parler de Henri
Gayadine, l'auteur de Éducation et territoire dans la mondialisation, l'exemple de la Guadeloupe, un livre que je vous conseille, Brigitte, il faut avoir lu. Il y a une réflexion sur la culture, justement. Et puis, nous allons recevoir ce modéliste, j'ai envie de dire, ce mondéliste, oui, 51 d'histoire Pep Guadeloupe, c'est Monsieur Mondelo qui sera avec nous tout à l'heure. Voilà, pause pub, on est en direct sur ZCL et sur RHT la radio. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, il est 13h06 dans le ZCL de ce lundi 22 mai. 22 mai, c'est fête nationale en Martinique. Donc, nous voyons force pour les frères martiniquais qui ont célébré donc libération à l'esclavage entre pays ailleurs. C'était en 22 mai en 1848. On aura l'occasion de revenir sur la Guadeloupe tout à l'heure. Tout de suite, on va voir les titres de l'information et ce qu'on va développer tout à l'heure. C'est parti. Oui, après donc la nomination de Laura Flessel à Paris, le monde du sport s'exprime au micro de Maurice Cessy. On verra ça tout à l'heure. 20e relais inter-entreprise, ça va être le top départ le 27. Vous savez que c'est une course qui est particulièrement critiquée, mais enfin elle existe. C'est sa 20e édition. Reportage tout à l'heure de Jeff Taylor. Ensuite, débat challenge au MAC. Ce sont des jeunes Guadeloupéens qui apprennent à discuter en anglais sur la responsabilité de leur profession. On va regarder tout cela tout à l'heure et on va développer. Sinon, bonjour à tous. Si vous êtes avec nous, vous êtes là au moins jusqu'à 14h, puisque c'est le ZCL du lundi au vendredi. Mendy n'est pas là aujourd'hui, mais sera là probablement demain. Vous êtes aussi en direct de RHT Radio Haute Tension. On va commencer tout de suite par partir en direction de Paris, puisque vous savez que l'épéiste guadeloupéenne médaillée d'or, Laura Flessel, a été nommée ministre des Sports. On attendait quelqu'un d'autre, mais finalement, c'est Laura qui a décroché le ministère. Et donc, à Paris, il y a eu des réflexions, des réactions même, on peut dire, de la part du monde sportif afro-guadeloupéen. Les réactions recueillies par notre correspondant à Paris, Maurice Cessy. On regarde. Laura d'abord a fait un discours très court, très bref, mais qui était suffisamment expressif en remerciant les ministres et puis en disant qu'elle était pleinement engagée, qu'elle avait envie de faire bouger les choses. Elle a des convictions, tout le monde le sait, donc on va essayer de travailler ensemble pour faire effectivement bouger les choses parce qu'il y a besoin qu'elle bouge et c'est aussi symbolique d'un nouveau président qui a lui aussi... a lui aussi envie de bousculer et de faire avancer les dossiers. Donc ça tombe bien, tout le monde en a envie. Je l'ai appris comme beaucoup de monde, même si elle l'a appris au dernier moment, mais c'est ça. Des fois ça se passe sur le perron de l'Élysée. Pour moi, je peux qu'être heureux de cette nomination. Ça reflète, c'est la génération Atlanta. C'est une grande championne, c'est une INSEPienne, c'est Paris 2024. C'est le profil pour moi, on va dire, idéal d'une ministre. Et on garde un ministère, c'est ça ma fierté et c'est ça, j'en suis très reconnaissant en tout cas à la République. Connaissant Laura, oui, je pense qu'elle va plus que s'investir parce que je crois que le sport est une réelle école de vie, école de travail, d'abnégation, de dépassement de soi et forcément ça se transfère ça se transfère sur votre vie au quotidien, dans votre travail, dans votre investissement. Voilà, donc Laura, oui, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le sport français. Il faudra déjà je crois qu'elle a beaucoup de travail et ça sera déjà qu'on obtienne les Jeux de Paris 2024. Et ça c'est un grand chantier, mais je pense qu'avec une ministre comme Laura, elle sera largement soutenue et accompagnée par nous tous en tout cas, par tout le mouvement sportif. Il est pratiquement 13h09 dans le ZCL. On va pas quitter le monde du sport puisque c'est la 20e édition à partir du 27 du relais inter-entreprise. Vous savez que c'est une course qui a été créée, on va le dire comme ça, par des Guadeloupéens, mais qui est patronnée par un certain nombre de grandes entreprises. Cette course d'ailleurs est souvent critiquée puisque on a entendu au 1er mai le leader syndicaliste Eli Domouta dire que cette course
course ne devrait pas, de façon décente, se faire le 27 mai, qui est la date de libération des esclaves guadeloupéens, qui est aussi la date nationale de célébration des événements de mai 67. Toujours est-il que cette course existe, et donc ce sera la 20e édition, et le top départ, précisément, c'est le 27. Jeff Taylor était à l'initiative. Cette édition par rapport à l'année passée, il n'y a pas de changement majeur, hein. On sera à la 20e édition. Hein. La seule modification qu'on a faite, c'est celle du départ qu'on a remis à son point d'origine, c'est-à-dire devant la mairie des Abîmes. Hein. Et à part ça, on a un peu moins d'équipes que l'année précédente, mais tout est parfait pour le moment. Il y a un peu moins d'équipes, on pense simplement par rapport au fait qu'il y a une conjonction de fériés, donc il y a l'Ascension, la fête des mères, et on est également en période électorale, donc ce qui fait que certaines collectivités ont quelques difficultés à engager une équipe sur le relais inter-entreprises. Les entreprises, elles n'ont pas toujours la taille critique qui leur permet de mettre une équipe de 21 relayeurs, donc parfois elles arrivent à s'associer, parfois elles n'arrivent pas à se mettre en commun pour faire une seule équipe, hein, donc c'est la grosse difficulté qu'elles ont. Hein. Tout s'annonce bien, donc cette année on a un parrain formidable en la personne de Pierre-Édouard Décimus, qui nous a promis de venir avec beaucoup de ses camarades sur le relais inter-entreprise cette année, donc ce sera une belle fête. Hein. Et l'année prochaine, on vous promet encore une fête encore plus belle avec notre 20e anniversaire, puisqu'on aura 20 ans et on promet quelque chose d'assez exceptionnel. C'est notre deuxième édition pour la participation au relais inter-entreprise. Au sein de notre entreprise, de notre groupe Carrefour Market et Carrefour Millénis, nous voulons mettre en avant le sport, la santé et l'entreprise. Ces moments de convivialité nous changent un peu du train-train, du quotidien, du travail, et nous nous axons beaucoup sur notre santé. Alors participer à cet événement, c'est un moment vraiment de partage et de fraternité, de se retrouver ensemble entre collègues. Nous, à Vis-Habitant, alors le fait qu'on est dans le milieu sport à Vis-Habitant, je suis un peu dans le CFD Sport, et puis comme il y a pas mal de jeunes à Vis-Habitant, et ça nous a incité à travers les anciens comme Géoti Bouné, d'insérer une équipe. Ça nous fait actuellement notre 3e participation. Et comme disait Pierre-Édouard Décimus, il est même venu espionner dans l'entraînement. Alors on s'entraîne réellement très au sérieux avec ces jeunes et les anciens. Alors on s'entraîne 3 fois par semaine depuis pas mal de mois quand même. Je dirais, on ne va pas dire, pour ne pas trop donner d'autres expériences à d'autres équipes. On s'entraîne 3 fois par jour, le lundi, le mercredi, le vendredi. On a même un jour qu'on fait des tests, on fait des tests, soit qu'on fait des montées, descentes des escaliers. On fait pas mal de vraiment l'entraînement à un bon niveau. Oui, très loin de cette course. C'est le 27 mai, mais son d'autres larel, là, 50 ans d'histoire, Pep Guadeloupe, on nous songeait pour qui bitin Guadeloupéen tombé, combien Guadeloupéens qui tombé. C'est une manifestation culturelle organisée par Alex Mondello, qu'on reçoit en direct aujourd'hui. Alex Mondello, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu nous parler de cette manifestation culturelle qui c'est un lionnage véritablement, mode, musique, artisanat d'art, poésie et peinture. Tout à fait. Donc le 27 mai, à l'initiative de CENO, son label Ganka dirigé, et le Carissima Café, nous avons décidé de faire une manifestation culturelle pour commémorer 50 l'année à histoire qui est très important à peuple guadeloupéen. On a pensé qu'un peuple qui subit avec autant de manifestations, ça nous subit en 67. De sauvagerie, il faut dire, c'est sauvagerie. Nous devons être, on va répondre aux précautions à Mandi, mais simplement nous devons être quand même garder vivace époque là ça, parce que sinon que tomber dans l'oubli, et d'autant plus qu'il d'actualité, puisque nous avons 2 bitins qui sont fondamentaux là dans ça, c'est pour qui bitin et combien de Guadeloupéens qui tombent. Donc 50 ans après, compte tenu que ça ne jamais réglé, nous devons être, enfin chaque monde à niveau ayo doit être portant une contribution pour célébrer la manifestation. Alors là, on va dire, Alex, combien de Guadeloupéens qui tombent? Parce que l'autre jour, il y a un historien qui dit peut-être 8 ou 9 personnes qui morts. Alors que nous avons un ministre français qui était venu ici, il a dit 87 morts, des gens qui ont dit 100 morts, ou ces gens n'a pas peut-être pas là personnellement, mais d'après vous, vous pensez que c'est 8 personnes qui étaient morts un jour là ça? Peut-être initialement plus que 8, sûrement plus que 8, mais quand bien, pour moi personnellement, qui ai 15 ans, qui vivent ça,
En cas où on est moins que 50. Ni moins que 50. Et là, en cas où on est très près de la vérité. Très près de la vérité. Oui. Parce que vous croyez ça quand même, même sur tes petits garçons. Oui, mais il faut dire que même si on était en jeune âge, mais en tout vraiment marqué, malgré moi, par l'histoire là, ça, parce que nous vivons l'Oricis. Donc en 64, de 64 à 66, nous devons vivre l'Oricis. Ouais. Et en tout cas, vivre pas loin d'un gars Nestor, parce que nous avons un terrain de football juste derrière un gars là. Ouais. Nous devons accueillir Sable là, c'est là que nous avons fait du football à nous. Et en face, vers un gars là, nous avons une fontaine, puisque nous avons des douce, c'est là que nous avons. Donc, résultat, nous étions toujours en contact avec Kiki. Ouais. Il a fait des kayaks. Ouais. Et des cas nous pour traverser pour et savon. Bon, moi pas des cas fait traverser là, mais depuis Téméré. Ouais. Des cas fait donc nous quitter l'eau 666 après cyclone Inès. Ouais. Et évidemment en mai 67, nous avons fait un petit football sur la place et là nous arrivons vers Bar 45. Nous voyons des machines qui ont monté, qui ont dû tuer sur la place. Et nous descendons et c'est là que nous constatons que l'État était chaud. Chaud. Alors, qui genre peut expliquer pour Guadeloupe qui a gardé, qui ici, qui en France, qui en Guyane, qui est Martinique, qu'on modélise, qui font une manifestation comme ça? Faut dire moins, en capacité du principe, en seront acteurs et témoins à propre vie en moins. Donc, en autre avec qui permettre de réaliser, parce qu'on soit artisan, mais en même temps de réfléchir. Et on estime que, comme son histoire, que moi, quand c'est qui a fait partie à temps avant, on a d'autres histoires que nous toujours à commémorer, ou aussi, autant qui c'est là, c'est les autres là aussi, donc moi, on a décidé de porter contribution. Oui. Et quand on parlait à ça, à propriétaire à Carissima, on trouvait très réceptif, en faisant un tour avec quelques artisans, on a expliqué les démarches là, ils ont adhéré et nous mettons en route pour faire manifestation à ça. Alors, qui monde qui est vers là, alors, vous modélisez, mais pas tout seul, hein? Alors, ni plusieurs, c'est une manifestation qui a duré en journée. Donc, nous avons une exposition artisanale qui a commencé à 10 h. Pour situer Bitena, c'est vers la Madeleine là, puisque c'est en face. Ouais. Il est au cœur de l'événement, puisque c'est en face de Pesmaï. Absolument. Donc, nous avons une planète qui est plus loin, il y a Nestor. Nestor, en face avec Forum Caraïbes. Ouais. Et là, c'est plus vers de l'autre côté, vers la place à Victoire, vers la banque, quoi. La Madeleine là, c'est le Sénat. Voilà, c'est toute partie de ça que nous investit, y compris structure à Carissima. Ouais. Donc, nous avons une exposition artisanale qui a ouvert à 10 h, avec exposition où Josie Balsamon qui a fait un travail remarquable en sable, où Joël Joyeux qui a fait un travail à partir de la récup, où Rosan Logis, son jeune qui a découvert, ça a fait quelques temps, mais qui a fait un travail extraordinaire au niveau de bijoux, boucles d'oreilles, luminaires. Et c'est nous, qui est un manager qui a fait une série d'articles de décoration qui a exposé jour à ça. Alors, nous avons aussi à dans partie de ça une œuvre interactive, c'est une œuvre picturale que Goudi qui est artiste peintre qui a managé. Donc, c'est une œuvre qui est située sur 3 thématiques. Premier là, c'est les événements de Bastère, donc ce qui veut dire que chaque Guadeloupéen qui est sensibilisé peut venir, il a marqué Moaï, il a dit ça, il a dit. Et c'est quoi qui est happening? Et Goudi qui a fait une synthèse en machin, en peinture avec ça. Donc, nous, la première thématique là, c'est les événements de Bastère. Deuxième là, c'est moi, Nestor. Et troisième là, sur le pourquoi et la vérité des faits. C'est exactement pour qui bulletin et combien. Et c'est ça qui est synthèse à la manifestation là. Donc, dans l'après-midi, on a Georges Belloni qui font un texte extraordinaire pour manifestation là. Il faut dire que Georges Belloni sont artisans, mais aussi il a fait poésie, il a gagné pas mal de prix, il a participé à la manifestation là. Le soir, il y a un défilé de mode avec 5 participants. On a Viviane Lovinsky, on a Maurice Boisdur, on a Gilles Gatibelza, on a Gérard Monza et moi-même. Ouais. Et à partir de 21h, après le défilé là, ça a été clôturé par Boisson, un groupe que Jacques Maribas a managé. J'aime bien quand même crier. Voilà. Ouais. Donc nous essayons avec les gens qui comprennent des démarches là. Parce que c'est ça, est-ce que vous avez du mal, ça a été compliqué pour te faire comprendre ce que vous avez fait là? C'est là qui a accepté là, à partir du mal. Vous pouvez dire que ça n'est pas accepté? Tout à fait. Ouais, nous pouvons dire non à eux, mais non, parce que c'est Guadeloupéen comme moi, peut-être pour les 100 ans. Si on l'a toujours. Je peux prendre l'initiative de réaliser. Ouais. Alors, nous, une question TV posée en dehors de ça. Qui j'en vit en styliste modéliste en Guadeloupe, là?
dans le contexte de la Guadeloupe, où là, vous savez qu'on loupe bien qu'à sortir en bas là, tout fait qu'arriver, qui sont Guadeloupéens qu'on vous, qui a réussi à résister? Eh bien oui, l'année là, ça a fait quand même 42 ans qu'on a résisté. Donc, 42 ans. 42 ans, hein. Ouais. Faut dire arriver, bon, comme ça, qu'on a fait d'autres bitins, travailler au l'usine, enfin, un travail dans l'usine à Gina qui était là, et puis en rester. Mais il faut dire que nous avons vu ça tout en artisan ici dans la ville. Ouais. Bon, il faut dire que la mode ni spécificité l'ouverture des grandes surfaces, des grands centres commerciaux fait que la mode prend un coup. Mais ça qui est plus dommageable quand même pour la mode, c'est un véritable dumping que nous avons subi. Ouais. Nous avons subi à tous les niveaux. Donc, pour établir une braderie qui a vendu rebut à ça qu'il y a dans le centre commercial, puisque c'est les mêmes gens qu'on a trouvés. Ouais. Et ce n'est pas par hasard. Vous savez, la Pointe, la rue Frébourg, la rue Nausier, la rue Cherché, en zone franche. Ouais. Ouais. Donc, à partir de là, tous ces gens qui sont là, dans les magasins, en centre commercial, donc résultat, c'est des soldes, la portable vient en solderie. Solderie en permanence, pratiquement. Mais nous qui sommes artisans qui doivent être achetés ici, transformés, travailler, nous venons trouver nous à une forme de concurrence déloyale qui a fait nous pas. Bon, nous ne sommes pas compétitifs au niveau prix. Ouais. Maintenant, ça qui appelle nous Kembe, c'est que nous avons une valeur ajoutée que nous avons apportée, nous avons une série d'habitants que nous avons fait, que nous avons en personnalisation, et qui a fait que bon, nous avons quand même résisté, c'est bien le mot, hein, nous avons résisté. Oui, parce que nous, notre bitin, c'est qu'à un moment donné, vous savez ça très bien, les professions là, les stylistes ont essayé d'organiser les professions là, et ça n'a pas qu'un longtemps pour que bitin. Pas qu'il longtemps, mais on a toujours dit tout ça qui arrive au Guadeloupe, c'est faute à eux en partie. Parce que même si les autres coupables sont en partie responsables, on ne peut pas dire nous monter le premier syndicat à la Côte en 79. Hein. Ouais. Vous savez, ça déjà prend balle en festival. Bien sûr. Ils font le travail, mais vous savez, c'est toujours le même bitin là. C'est problème entre nous, problème en fait qui est normal en Guadeloupéen. Et ça, sont très de caractère que moi toujours dit c'est jalousie. Quoi. Parce que pas le monde ne veut pas mettre à l'étrier, mais à partir du moment où on a commencé, peut-être faut une étincelle, tout le monde va comprendre que j'avais un diamant, tout le monde nous disait qu'on parti, et après, bon, ça arrive dans plein de domaines. Nous avons l'eau, bonnes initiatives, hein, mais en cours des routes, il a foiré, et ça c'est clair, nous avons trouvé ça dans tout le domaine. Et c'est faute à Guadeloupéen même. Ah oui, en partie faute à Guadeloupéen. En fait, nous avons dit, tout le monde a dit, hein, nos frères de la Caraïbe, nous cadres dans la Caraïbe, nous cadres dans la Caraïbe. D'accord, bien d'accord. Mais là, on a regardé au niveau de l'artisanat, tout ce qui a fait appel à la main-d'œuvre, nous ne pouvons pas jamais commercer avec eux. Ils peuvent toujours venir déverser à Casamance. Absolument. Mais nous ne pouvons jamais payer à vendre à Casamance. Alors, on veut bien que ses frères, moi, peut-être son demi-frère, mais en préféré, même avant moi, mes frères, moi. Alors, on ne peut pas dire que nous avons développé la Caraïbe, mais en même temps, nous avons permis de faire un travail qui n'est pas profitable pour l'ensemble des Guadeloupéens et surtout tout travail qui fait partie à la main-d'œuvre. Alors, si c'est pour le paraître et dire c'est bien, on va dans la Caraïbe, c'est nos frères de la Caraïbe, d'accord. Mais moi, nous, l'offre Guadeloupéen. Et on préfère regarder avant et comprendre que les gens peuvent développer à Casamance nous et après commercer, mais à armes égales avec les autres. Parce qu'en une occasion, à Trinidad, par exemple, en 79, en dernier marché là, résultat, tout produit a pu entrer, mais il y a ça au cap en négative liste. Donc, produit a rentré, mais c'est taxé. Nous pas plus bêtes que les autres. Ça, c'est le problème à le CARICOM. Tant que nous péquons à un CARICOM là. Dieu, nous pas plus bêtes que les autres. C'est nous qui avons fait du propre développement. Nous. Et c'est nous qui pouvons contribuer à ça. Mais il faut nous dire des choses en face. Nous toujours ni frères tout partout. Nous toujours ni toute famille tout partout. Nous toujours qu'à garder eux. Mais Dieu, c'est quand même plus près de l'église des clochers. Mais aucun l'impression. Mais aucun fonctionnement certain. C'est bon belle-mère, mauvais maman. Et ça pas normal. Et ça pas changé. Et est-ce que dans 42 ans de résistance, quoi senti profession là, on quoi fait là, il quand même il prend ballon. Parce qu'en cas changé ni quelques années, tu as idée au festival à modéliste ou à styliste Guadeloupe. Ou bien dit ni quelques années. Oui, quelques années. Il tient pour une forme croissante jusque dans les années 2000 et quelques. À peu près. Et après,
moi, en pas dit mot, je senti qu'il a fait ma charrière. Qui a fait ça? C'est toujours... nous travaillons, en fait partie de la Chambre de métier pendant un moment, nous t'ai fait en action pour que la banque rentrée prioritaire, quoi, au niveau des secteurs à développer. Bon, ça prend temps, mais finalement, il finit par faire rentrer ce qui veut dire qu'elles sont secteurs pour aider. Eh bien, quand il passe, moi, en son témoin, à constater qu'effectivement, il y a toute une série de possibilités. Eh bien, son association, qui est toujours les mêmes, commencer à monter et descendre, qui a fait le tour de la Caraïbe, qui a fait ceci, cela, mais aujourd'hui, joue, en 2007, parce qu'il n'y a pas de vitamine, on a, hein, financement là, ça. Ouais. En cas de penser que quelqu'un peut faire un bilan pour voir que ça rapporté à ce secteur-là véritablement et à la Guadeloupe. Tant que nous pouvons fonctionner comme ça, font action, font bilan, mettons un bilan en face à eux pour voir que nous allons plus loin et nous péquer avancer. Et c'est ça qui freine à la mode en Guadeloupe. Et puis comme son métier... Et puis t'as ni talent quand même, ni monde qui ni talent. Ni monde qui ni talent, mais c'est toujours pareil. Comme son métier qui est très médiatisé, alors tout le monde là qui a trouvé une forme de compétition avec eux-mêmes, quoi. Ouais. C'est ça, c'est un problème guadeloupéen, ça. Hein? Mais il y a qui t'a là, mais il t'a là, invité là, mais si tel là, pas qu'à venir, et puis tout le monde là, au moins bien de départ. C'est un confrère qui a fait des grands panneaux, tout partout, enfin bon, vous avez ça aussi. Vous savez, la vie, chaque monde a cherché. Chaque monde a aller une manière pour sortir, mais moi, je crois que si la Guadeloupe est sortie au niveau à secteur et nos amants à la mode, il faut un vrai problème à production là qui peut exister pour capacité des produits. Or, nous avons des outils qui permettent nous de mettre nous ensemble, ne serait-ce que produits. Mais c'est toujours le même problème là, répétitivement, qui a fait que chaque monde a des côtés ailleurs. Et chaque fois nous mettons nous ensemble, au lieu nous ne font pas, au pied des gens du monde qui viennent pour faire un coche-pat. Parce que, on va dire, un qui a des petites manifestations là, nous avons fait là, on va remercier Didier Lordino, parce que s'il lit, l'anté dit ça, nous a échangé, il partait tout de suite dit ok, c'est ça, et bien là, ça n'a pas été fait. Parce que ça a fait, ils font privé. Il y a amené un certain nombre de logistiques, nous-mêmes, nous avons porté manœuvre de côté nous, mais c'est nous qui avons fait. Nous pas dit bon il faut nous ça pour nous faire. Nous c'est des Guadeloupéens, moi qu'estime que ça marque vie mais que marque vie à d'autres décider de faire nous comment nous les moyens chaque fois que nous faisons bien de nous les moyens de faire quoi. Et après si on monde voit que machin vient ba un petit ballon, c'est que bien mais à la date d'aujourd'hui jusqu'au 27 dans quoi ballon nous c'est nous-mêmes. Samedi 27 donc rendez-vous donc au Charisma à côté de la place de la Victoire, tout le monde savent ça et si Zoponi moi Jani qu'a montré les autres quand même en direct Guadeloupéen qui peut forcer à Tibouin, Mimi, ces t-shirts là, ça, que vous faites, son création. Qui a représenté suivant moi, est symbolique là. Alors, parce que première interrogation là, c'est ça, on a dit tout à l'heure là. Pour qui bitin, parce qu'il n'y a pas pour 2% d'augmentation qu'on a tiré, c'est peu par an, puisque jusqu'à présent, nos Français, il n'y a pas pour 2% d'augmentation, ça pour les gens fait dans le monde. Première interrogation. Deuxième interrogation, c'est combien il classé secret défense pour monde pour ça jusqu'à la journée d'aujourd'hui, combien Français tués. À don territoire français, au département français. Tout à fait. Et alors, pour qui bitin, combien Guadeloupéens qui tombent? C'est résultat à réflexion à ça qui permet avec la grâce du Seigneur de faire ça. Ben, merci en tout cas Alex Mondelo d'être venu en direct dans le ZCL parler de cette manifestation. Je rappelle donc samedi 27 à partir de 9h au Charisma, c'est à la place de la Victoire Pays de Moyens au Pavouais qui ont installation. Là il est 13h28, on va rapidement revenir sur l'actualité avec ce débat challenge qui a lieu au Memorial Act. Ce sont des jeunes Guadeloupéens qui apprennent justement avec leurs professeurs à discuter en anglais. C'est un véritable challenge, l'apprentissage du débat en anglais. C'est un reportage de Anne-Elisabeth Arsène. C'est tout de suite. So we get ready for a third match between Red. Yes. D'abord, c'est le concours de débat que nous faisons depuis maintenant 2009, donc à sa 8e édition. Mais nous avons voulu l'inscrire cette année dans la Semaine nationale des langues. C'est la Semaine nationale des langues qui arrive à un moment difficile puisque nous avons les examens dans tous les lycées. Mais enfin, nous tenons quand même à faire cette manifestation. Et puis le débat, c'est une pratique déjà que nous avons dans nos cours. C'est un moment privilégié pour permettre aux élèves de s'exprimer, de mobiliser leurs compétences linguistiques
et exprimer une opinion. Je dis une opinion et je n'ai pas dit leur opinion. Parce que justement, l'exercice du débat, ils choisissent le sujet, mais ils choisissent la position à défendre et qui n'est pas forcément leur position. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir n'importe quel débat en classe. Donc, c'est un concours que nous organisons pour créer une émulation. Vous verrez qu'il y a une coupe normalement. Nous voudrions avoir tous les lycées. Bon, tous les lycées n'arrivent pas à s'inscrire forcément, ou bien ils ne sont pas là pour la finale, parce qu'en fait, effectivement, cela demande quand même un petit travail pour déplacer les élèves. Et enfin, donc il y a la coupe à gagner. On est content de ramener la coupe. Nous avons les deux coupes déjà. Coupe pour l'équipe qui sera première et la coupe pour la deuxième équipe. Et puis nous tenons à les récompenser tous. J'ai suffisamment insisté là-dessus cet après-midi encore pour leur dire que dès lors qu'ils se présentent devant des professeurs, devant d'autres camarades, devant des native speakers, puisqu'il y a des anglophones directement dans la salle, d'ailleurs qui s'étonnent de voir que les élèves osent parler anglais, même avec leurs moyens, devant tout le monde. Donc dès lors qu'ils se présentent pour cet exercice, je leur dis pour moi, ils sont déjà gagnants. On s'est préparé au lycée avec Madame Roche, on a étudié des textes, elle nous a donné des sujets, et j'ai toujours aimé débattre en anglais en fait, j'adore débattre. Donc forcément quand elle m'a dit qu'il y avait un débat, j'ai fallu participer tout de suite. Donc on est allé, quand on a le Memorial Act, on devait se présenter. On avait 10 minutes de préparation. Après le débat a commencé, nous on a pioché le sustain, c'est-à-dire qu'on était pour le sujet, et l'autre équipe était contre. Donc du coup après on devait se présenter, dire c'était sur quoi, et on a commencé à débattre, à dire pourquoi on était pour, pourquoi on était contre, à développer. Et c'était très intéressant parce qu'on apprend plein de choses, on découvre d'autres personnes. Et c'est toujours intéressant en fait de débattre avec des gens parce qu'on apprend toujours plein d'avis de tout le monde en fait. Et voilà. Voilà, il est 13h30 à Capesterre, 13h30 à Trois-Rivières, 13h30 à Sainte-Anne, à Basse-Terre, mais aussi à Fort-de-France, mais à Cayenne, eh bien, il est à 14h30. Nous, quand des autres recevent, nous toujours, en direct du ZCL et sur RHT, 89.3 et 90.8, en direct avec vous. Tout à l'heure, on se retrouve après la deuxième page de pub. Retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT. Salut encore à nos amis de la Martinique. Je l'ai dit, c'est le 22 mai en Martinique. Et donc, nous croissons chez eux. Le 27 mai, c'est en Guadeloupe. Tout à l'heure, nous allons recevoir Henri Gayadine. Je vous l'ai dit au début, c'est l'auteur de cet ouvrage. C'est un pavé. Éducation et territoire dans la mondialisation. L'exemple de la Guadeloupe. À partir de la Guadeloupe, il a fait une réflexion approfondie sur la question de la mondialisation. Mais avant de revenir à Henri Gayadine qui est déjà là, on va venir sur l'actualité Rêve et espérance aux enfants handicapés. C'est une balade, on peut dire une balade maritime qui s'est faite entre une régate entre Gosier et Marie-Galante, des enfants handicapés qui étaient à bord de ce bateau. Et Michel Héraclite était aussi à Tribord. Reportage. Nous sommes là aujourd'hui pour assister avec nos médecins des SAMU et SMUR de France à une régate qui a lieu pour toute une semaine. Et aujourd'hui, c'est la première étape. Il y a 10 bateaux qui ont des gamins à bord et on va jusqu'au centre ce soir et on revient demain. Les événements à venir ? Alors les événements à venir, pendant la période, nous sommes là encore jusqu'au 25 et il y a plein de choses. Demain, il y a une rencontre avec les enfants malades de l'hôpital de Pointe-à-Pitre et mardi prochain, nous avons réalisé des travaux, l'aménagement de 2 maisons des parents à l'hôpital de Pointe-à-Pitre qui seront inaugurées par les enfants mardi après-midi. Alors nous avons d'autres projets bien sûr, puisque avec les enfants de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, nous faisons souvent des échanges entre la métropole et ici. Et notre prochain gros projet, c'est d'emmener avec nous 5 enfants malades guadeloupéens en Laponie voir le Père Noël en mois de décembre. Je suis le médecin accompagnateur en fait, des enfants pour l'association Honoré Carissimo. C'est une association qui permet aux enfants d'aller dans d'autres régions, dans d'autres
notre pays et profiter et de connaître un peu d'évasion. C'est des enfants qui ont donc de multiples pathologies, qui peut-être donc des cancers, jusqu'à des maladies inflammatoires ou neuro-inflammatoires comme la sclérose en plaques. Et cette association travaille depuis 35 ans maintenant pour proposer à l'ensemble de ces enfants malades de s'évader en dehors de leur lieu malheureusement de vie qui reste l'hôpital. Ça permet, depuis que j'accompagne en fait cette association, ça permet aux enfants de vivre leurs rêves et d'avoir donc des souvenirs qui sont inoubliables pour eux et aussi de profiter de leur séjour et aussi d'une partie de leur vie. Et Honoré fait donc un magnifique travail d'aide à ces enfants, mais aussi pour les parents qui malheureusement qui ont toujours peur d'emmener les enfants souvent un peu plus loin que leur pays. Ça permet donc aussi de faire donc quelque chose de très très bien. Comme on peut être handicapé, mais la mère. Il est 13h39, je vous l'ai dit en début d'émission, nous allons recevoir un enseignant, il est aujourd'hui à la retraite, Henri Gayadine. Il a été, il faut le dire, dans la mouvance des gens qui ont créé le GEG, l'ancien GEG qui est devenu SPEG, syndicat des professeurs et des personnels de l'éducation en Guadeloupe. Henri Gayadine est au Lamentin, il est conseiller municipal et il a sorti une somme. Il faut le dire, c'est une somme. On avait l'habitude de voir quelques articles quelquefois dans le quotidien. Cette fois-ci, c'est éducation et territoire dans la mondialisation, l'exemple de la Guadeloupe. Henri Gayadine, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Et merci d'être là. Pourquoi cette somme? Pourquoi vous avez produit cet ouvrage qui est conséquent, plus de 300 pages, et avec beaucoup de références, bibliographie très complète, et des réflexions, bien sûr, avec lesquelles tout le monde ne va pas être d'accord, ça c'est certain, mais c'est bien le rôle d'un intellectuel de poser un certain nombre de questions et d'interroger son pays, sa société et, j'ai envie de dire, ses citoyens. Alors pourquoi cet ouvrage? Oui, l'idée d'écrire un ouvrage sur l'éducation est une idée qui remonte à assez loin dans ma carrière même d'enseignant, mais ma décision a été précipitée à partir de la loi de 2013 sur la refondation de l'école, qui s'intitule Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école. Et quand j'ai reçu ce projet de loi, en tant qu'adjoint au maire à la ville du Lamentin, je l'ai parcouru et j'ai rapidement compris qu'il ne s'agissait pas de véritable refondation. Car en fait, on proposait des dispositifs dans certains domaines, très souvent pour remédier à certains dysfonctionnements, mais on ne touchait pas à la base fondamentale, au fond du système. Or, refonder, c'est reprendre les fondations, reprendre toute la base. Or, il s'est agi, notamment avec la réforme des rythmes scolaires, ensuite l'introduction des enseignements pratiques interdisciplinaires et d'autres réformes encore, d'empilement de dispositifs sur un système obsolète. Oui. Alors cette idée d'écrire cet ouvrage m'est venue, mais je n'ai pas pu mettre à exécution pour un certain nombre de contraintes tout de suite. Oui. Et c'est quand je me suis retrouvé véritablement à la retraite, j'ai abandonné vous avez eu le temps. J'ai disposé de plus de temps que je me suis livré à ce travail d'écriture. Oui. Alors, ça vous a pris un certain nombre de temps. Alors, vous avez abordé, d'abord, vous introduisez votre bouquin par une réflexion sur la mondialisation. J'ai envie de vous dire, en fait, des pays comme la Guadeloupe, de la Caraïbe, la mondialisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Parce que, réellement, tous les transferts de population, les allées, les venues, les voyages, nous étions déjà dans la mondialisation il y a au moins 3 siècles. Oui. Alors, j'ai intitulé cet ouvrage « Éducation et territoire dans la mondialisation » parce qu'en réalité, la problématique est la suivante pour ce qui nous concerne la Guadeloupe, c'est comment concevoir un modèle éducatif propre à un territoire, celui de la Guadeloupe, qui est différent. Mais en même temps, chaque territoire dans le monde, dans l'ensemble du monde, dans les grands ensembles géographiques, dans les États,
sont des incarnations différentes de la mondialisation, du monde. Chez nous, en l'occurrence la Guadeloupe, c'est vrai qu'on a le patrimoine dit originel de la Guadeloupe, la proximité, donc la nature, etc. Mais nous recevons tout de un nombre considérable d'éléments venus de l'extérieur, de par la circulation des hommes et des marchandises, les marchandises, le développement de la société de consommation, mais aussi surtout par les médias, par le biais des médias, la télé, Internet. Je prendrai un exemple sur le plan culturel. Nous recevons, on a beaucoup défendu le Gouka, on continue à le défendre, mais nos jeunes reçoivent d'autres éléments culturels venus d'ailleurs à partir d'Internet. Et développent d'autres influences. C'est vrai. Oui, voilà. On reçoit, et d'ailleurs, et c'est vrai, en Guadeloupe, on a toujours reçu des influences venant de l'extérieur, notamment de la Caraïbe. On a reçu la musique haïtienne, la musique cubaine, bref. La salsa, le reggae, etc. Le reggaeton et tout, le merengue. Et tout cela, tous ces éléments font partie des ressources du territoire. Donc il faut concevoir le territoire dans le sens le plus large. De la diversité, alors vous êtes pour la diversité? Oui, évidemment, mais de fait, on a la diversité chez nous. Allez, il faut en tenir compte. Alors, parce que dans votre ouvrage, vous abordez la question culturelle d'un certain angle. Pour vous, je vous pose la question, il n'y a pas une véritable culture nationale guadeloupéenne? Il y a une culture diffuse, diffractée. Comment vous abordez la question culturelle? Puisque, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez membre du SGEG de l'époque, qui a été un syndicat guadeloupéen d'enseignants nationalistes. Vous avez donc été de cette mouvance-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes de ceux qui pensent que le nationalisme guadeloupéen, c'était une erreur? Ou un danger, comme vous l'écrivez? Oui, moi... Je développe la notion, c'est un concept que j'ai créé moi-même, le concept de complexité culturelle. Complexité culturelle. Parce que c'est vrai, à une époque, les années 80, fin des années 76, le nationalisme était en vogue. Oui. On défendait, d'ailleurs il y avait même des mots d'ordre comme gros cas musique en nous, créole c'est langue en nous, etc. qu'on scandait dans les manifestations. Oui. À un moment donné, je l'ai partagé cette conception. Oui. Mais le propre de quelqu'un qui réfléchit, c'est toujours de remettre en question, réinterroger. Et donc, aucune vérité n'est définitive. Il faut réinterroger. Et quand il s'est agi de réfléchir en profondeur sur la conception d'une école pour la Guadeloupe, donc on ne pouvait pas se limiter, pour moi, à une vision étriquée de la culture et du monde. Et donc, nécessairement, j'ai été amené à analyser plus en profondeur donc, la notion de culture. Et constater qu'en Guadeloupe même, qu'on a une grande diversité, une grande complexité. Je préfère le... Et d'ailleurs, la complexité, ce n'est pas la juxtaposition de culture, hein, culture indienne, culture venant de l'Afrique, culture française, etc. C'est tout un mélange. Ouais. Et donc, chacun a son propre paradigme à partir de la façon dont il fait sa propre Alors, synthèse. Vous êtes pour le multiculturalisme, c'est ça? Le concept de multiculturalisme suppose la juxtaposition précisément. Oui. Donc on reconnaît la culture d'un tel, ça existe. Oui. Culture indienne, etc. On ne peut pas empêcher aux descendants des Indiens de pratiquer leur tradition. Oui. D'ailleurs, tradition qu'ils ont reconstituée sur place, hein, ça aussi c'est intéressant. Oui. Il faudrait qu'on étudie un peu. Vous savez que même ce qu'on appelle la culture indienne n'existe pas en Inde. Tout à fait, mais même les cultures, ce qu'on appelle les cultures africaines ici, on prend le Gouka n'existe pas en Afrique. Hein. Il y a des musiques africaines, mais le Gouka n'existe pas en tant que tel en Afrique. Ça, tous les musicologues le savent.
nous avons en permanence des phénomènes de syncrétisme culturel. Oui. Et chaque individu, je le disais tout à l'heure, a son propre paradigme, a sa propre façon d'intégrer les éléments divers dans la construction de sa personnalité. Oui, mais alors, la notion de peuple, alors, vous la remettez en cause aussi, la notion de peuple. Est-ce qu'il y a un peuple guadeloupéen avec des particularismes, un territoire, comme on disait jadis, une langue, une culture, etc. Est-ce que vous remettez en cause le peuple par rapport à l'individu? Mais quand on essaie de définir et l'identité guadeloupéenne et le peuple guadeloupéen, nécessairement on exclut certains. Donc mon propos c'est de n'exclure quiconque et de faire en sorte que tout le monde soit, je parle beaucoup d'inclusion, donc tout le monde se retrouve dans la communauté des citoyens. Des citoyens. J'oppose à la notion de peuple la notion de citoyen. Mais l'ensemble des citoyens forment un peuple quand même. Oui. Donc, à géométrie variable. Bien sûr. Bon, alors donc, je vais venir avec vous sur une question que vous abordez, que vous avez connue, qui a fait l'objet de beaucoup de débats, c'est la question du créole à l'école. Alors aujourd'hui, pratiquement dans toute l'académie de la Guadeloupe, en Martinique aussi, en Guyane, un peu moins à La Réunion, encore moins, mais enfin en tout cas en Guadeloupe, pratiquement dans tous les collèges, on enseigne le créole. Dans les écoles maternelles aujourd'hui, on commence à faire le bilinguisme, c'est-à-dire langue créole français, et vous abordez une autre question qui est importante, c'est la question du français langue étrangère. Oui. Alors, c'est vrai que la question du créole a été posée, le premier par Gérard Loguet. Gérard Loguet, Papa Yaya. Oui, dit Papa Yaya. Donc, j'étais un Mais élève, à son époque, à l'époque de Gérard Loguet, le problème se posait réellement. Les enfants, la très grande majorité des enfants guadeloupéens, dont moi-même, moi aussi, nous étions créolophones. Oui. Mais aujourd'hui, vous allez dans les cours de récréation, dans les écoles maternelles, élémentaires, vous allez entendre du français. Les enfants s'expriment en français. Donc, le problème ne se pose plus dans les mêmes termes. Mais par contre, je dis qu'il est juste d'enseigner le créole. Mais en tant que quoi alors tant que langue maternelle, langue nationale, langue de culture, quel est le terme que langue qui appartient au patrimoine du territoire. Oui. C'est un patrimoine du territoire qu'il est bon de conserver. Oui. Alors donc, et d'ailleurs, partout dans les médias, radio, télévision, on utilise de plus en plus le créole, les animateurs radio, et quand je les écoute, ils ne s'expriment pas en créole. Ça, c'est le problème de la décréolisation. Ils ne s'expriment pas en créole. Créole, tchololo, comme disait Bernabe. Ils parlent un français créolisé. Oui. Ou un qui ressemble au charabia. Plutôt un créole francisé. Je dirais un français créolisé, puisqu'il y a plus de français, on introduit quelques petits mots de créole, quelques tours là-dedans. Ça fait un charabia qui n'est pas le même que ceux qu'utilisaient nos camarades à l'école. Alors vous êtes pour un créole basilectal, comme on dit, vraiment fondal, un créole fondal natal, c'est ça? Sans création de néologisme, forcément. Hein. Oui. Mais le créole, ça s'apprend comme n'importe... Parce qu'on ne parle pas l'espagnol n'importe comment. Oui. Il y a des règles, oui, sauf etc. On ne parle pas l'anglais n'importe comment. Sauf que ces langues-là, quand même, M. Guéadine, il faut le dire, ont été normées un moment. Oui. La normalisation du créole, elle est récente, à peine 30 à 40 ans. Le GIREC, c'est 40 ans seulement. Hein. Non, mais oui, GIREC, tu as été l'un des fondateurs du GIREC. Oui. Mais c'est vrai qu'on a créé une graphie et tout cela. Oui. Donc, et le créole peut s'apprendre. Oui. Pour moi, les animateurs, c'est déjà quand même, ils font l'effort de le parler. Oui, mais c'est vrai mal, mais ils devraient faire l'effort. Ils devraient faire l'effort de l'apprendre. Tout à fait. Véritablement, de faire un travail là-dessus pour le conserver. Tout à fait. Mais quant à créole, langue d'enseignement, je dis, bon, ici, ce n'est plus le même contexte, c'est plus nécessaire de faire du créole une langue d'enseignement. D'accord. Alors c'est un véritable débat que vous ouvrez avec tout voix. Alors, sur la question, je prends la page 96 et j'invite les Guadeloupéens qui nous écoutent à lire. Le discours nationaliste guadeloupéen est aussi obsolète que dangereux.
aussi obsolète que dangereux. Alors, dangereux pourquoi? Parce qu'il est dangereux parce que, vous savez, le concept de nation s'est développé. D'ailleurs, je dis à l'origine, je rappelle qu'à l'origine, les nations avaient un sens péjoratif, notamment dans la Bible. On appelait nation toutes les communautés humaines non chrétiennes. Mais même en créole, vous savez que nation, c'est son nation, c'est un terme qui existait ici. Et ce concept s'est développé au cours du 19e siècle, quand certains territoires, donc qui étaient royaumes avant, ont voulu développer leur puissance contre ce qu'ils ont appelé, contre les grands empires. Donc on a fait émerger la notion de nation. Et puis, très rapidement, la nation portait en elle, c'est pas moi, l'idée de dominer, montrer à l'autre qu'on est plus puissant. Et aussi la colonisation. D'ailleurs, le fondateur de l'école Jules Ferry, l'école laïque, gratuite, laïque et obligatoire Jules Ferry, c'est un partisan défendait la colonisation, et c'est repris par des hommes politiques jusqu'à aujourd'hui, qui pensent que la colonisation, c'était pour partager la culture, civiliser, apporter la civilisation ailleurs. Et on sait très bien que la colonisation, c'est tout autre chose sur le plan économique. Alors, sur le plan politique, quand même, quand on lit votre ouvrage, vous ne remettez pas en cause quand même la situation coloniale de la Guadeloupe, puisque vous dites que nous ne sommes pas dans une situation post-coloniale, comme le disent certains, pour éluder le problème, mais nous sommes toujours dans une situation coloniale. Alors, la question, je vous pose, c'est peut-être pas la dernière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet ouvrage que j'encourage les Guadeloupéens à lire. Aujourd'hui, cet ouvrage, c'est un ouvrage qui remet en cause un certain nombre de choses, qui pose un certain nombre de problématiques. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment que les Guadeloupéens, comme on dit en créole, en que point, ils ont décabéché chez eux, Tibouin? Oui, mais c'est tout à fait ça. Donc, j'ai apporté une contribution. Surtout dans la perspective de la refondation d'une école, d'un modèle éducatif pour la Guadeloupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats, de sujets qui prêtent à controverse, à débat. Donc, mais je dis que ce n'est qu'une contribution, que des éléments, des pistes de réflexion. Mais tout le travail collectif concernant la construction de ce modèle éducatif reste à faire et doit être pris en charge par les enseignants, par les syndicats d'enseignants notamment. Mais seulement, je définis quand même un certain nombre de bases pour cette refondation. Premièrement, j'évoque dans l'ouvrage, comme base, je peux faire une synthèse. Tout à fait. Donc, un récapitulatif. D'abord, la théorie de la connaissance. Parce que ce que je dis, c'est pourquoi les solutions ne sont pas toujours adaptées, y compris les projets académiques que l'on conçoit ici. C'est parce qu'on analyse les problèmes de façon cloisonnée, compartimentée. Alors que la théorie de la connaissance a évolué. On est passé du cartésianisme, après à l'approche structurale, et maintenant aujourd'hui, on est à l'approche systémique et à la pensée complexe. C'est ce qui permet, alors donc, il y a des progrès, donc l'approche systémique, on l'a utilisée pour la transversalité, la transdisciplinarité, etc., mais on en a fait des dispositifs. À partir de cela, on peut refonder complètement l'école, décloisonner. Donc, par exemple, je le disais, le projet académique, quand le dernier, je l'ai consulté, je dis, mais c'est pas possible. On dirait un protocole médical pour grands corps malades, parce que ce sont des dispositifs de remédiation et on ne prend pas en compte le système dans sa globalité. Alors, deuxième point important, c'est l'ancrage dans le territoire, indispensable pour sortir de la centralisation et de la vision eurocentrique du monde. Territorialiser l'éducation. Territorialiser. Alors, donc, j'ai défini les ressources du territoire, pas la peine de revenir là-dessus. Donc, accorder la priorité à l'acquisition des compétences, ce qui permet de faire une refonte des programmes et de concevoir les programmes en termes de référentiel de compétences,
Et avec cela, l'évaluation, ça c'est une question aussi importante. La question importante de l'évaluation, donc l'évaluation, tout ça, effectivement. Il faut en finir avec la notation chiffrée ou lettrée et passer à la validation des compétences. Ce qui permet de supprimer les examens de fin d'année et d'en faire des bilans de compétences. Ensuite, un point qui me paraît important, c'est la pédagogie inclusive, que personne ne soit rejeté, qu'on accepte les différences des élèves, qu'on respecte leur rythme d'apprentissage. Et donc, pour moi, c'est autant de questions essentielles qu'il faut, et y compris la formation des enseignants. Démarche personnelle, on en parlait tout à l'heure. C'est une démarche personnelle, mais je considère que l'institution doit proposer un certain nombre de stages en dehors de l'école et de formation sur le terrain aussi. Donc, il y a énormément de choses à reconsidérer dans le système de l'éducation. Et c'est vrai. Alors, moi, je peux conseiller aux enseignants, premièrement, de lire cet ouvrage, de l'acquérir. Il y a une signature qui est prévue, M. Gayadine? Oui, oui, c'est le plus important. Oui. Donc, cette émission se situe tout juste à la veille d'une rencontre à la médiathèque. C'est le mercredi 24, après-demain, à 18h30. Donc, où je pourrai signer, l'ouvrage sera disponible. Mais surtout, j'invite tous les Guadeloupéens, les enseignants, les parents d'élèves, les hommes politiques, les responsables de l'académie, je leur ai envoyé des invitations à venir participer, apporter leur contribution à ce débat. Merci en tout cas d'être venu, Henri Gayadine. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Éducation et territoire dans la mondialisation. L'exemple de la Guadeloupe, rendez-vous mercredi à la médiathèque du Lamentin, c'est ça? Oui, à partir de 18h30. 18h30. Un dernier mot pour conclure cette émission, c'est le 100e anniversaire de Sosten Bonan. C'est encore un abimien, il n'y 100 années, Bougara vive, il a Kembe, il a juste joué l'accordéon. Jetez un œil rapidement sur ce reportage fait aux Abîmes. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. C'est une demande que j'ai fait beaucoup, il y a beaucoup de temps que j'ai demandé à Dieu de m'accorder une année, une longue année à 133 ans. Je sais, ça, c'est la blague que je fais. Personne ne va vivre à l'âge là. Mais c'est sans demander. Mais quand même, je suis content. Et très content, même pour surtout les gens qui sont venus m'apporter du courage et donnent des renseignements constants pour que les enfants puissent entendre. Et à vous autres, même les jeunes aussi qui sont là, c'est car je suis bien cultivé. J'ai fait plaisir à Dieu. C'est lui qui m'a donné une vie si durable. Mais ce n'est pas tout. J'ai beaucoup de choses à dire. Je ne dis pas tout ce soir. Ça sera prochainement parce qu'il y a encore d'autres centenaires. Si c'est pour moi danser, on peut danser. Parce qu'on connaît. C'est moi jouer musique, on peut jouer. On connaît. On pas qu'à faire, on fatigué. Il faut à l'aide de madame a fait Simone, il faut faire jeunesse à eux. Bon, alors, on va les jeunesse, faire travail à eux, et moi, je reste en sécurité. Mais on est bien content de voir mener moi dans les associations avec eux. Sur la ville, nous avons une bonne centaine de centenaires, donc, dont des 108 ans, 106 ans, 109 ans plutôt, je disais, mais pas 109 ans. Donc nous en avons beaucoup aux Abîmes et le maire, effectivement, honore tous les centenaires. Tous les centenaires, en principe, à la demande des parents, et nous faisons la fête. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, ça a toujours été un bon père. C'est quelqu'un, dans ma jeunesse, dans tous mes souvenirs, c'est quelqu'un qui était très sévère, très strict. Notre éducation, ça a été ça, mais c'est quelqu'un qui a toujours blagué,
Vous avez dû entendre ça. Il adore ça jusqu'à présent. Il a une super mémoire. Il a toujours aimé lire. Et ça, il nous a toujours poussé à aller à l'école, apprendre à lire, apprendre un métier. Ça, pour lui, c'était ça, que ses enfants réussissent. Et puis aussi, notre culture, quoi. Ça veut dire la danse, la musique, tout ce qui était amusement, mais tout ce qui pouvait être local, tout ce qui pouvait nous appartenir, parce qu'il venait d'ailleurs. Et lui, il a toujours été musicien, je l'ai toujours connu musicien, accordéoniste, il jouait le quadrille, il avait son association à la maison. J'ai vu des gens venir danser à la maison depuis l'âge de 9 ans. Et jusqu'à présent, maintenant, il a aussi son orchestre qui s'appelle le groupe Réveil. Il a même fait un CD et tout ça. De temps en temps, il va encore faire des répétitions de quadrille dans certaines associations. Il commence à jouer et puis après, il passe l'accordéon à quelqu'un de plus jeune parce qu'il ne peut pas jouer toute une soirée parce qu'il est fatigué. Il fait 2 ou 3 morceaux et puis après, il reste là, il les regarde jouer, ça lui fait plaisir. Voilà, il est 14h03 exactement. Très rapidement, un rappel des titres importants de ce ZCL aujourd'hui. Alors, 50 l'année histoire à Pep Guadeloupe, je vous l'ai dit, manifestation le samedi 27 mai à l'initiative de Alex Mondello. Fort en famille, on a entendu Brigitte Rod qui est venue parler de cette manifestation qui commence dès ce soir au Fort Fleur d'Épée, mais avec un temps fort le 26 mai. Ce sera au Fort d'Elgrès à Basse-Terre. Et puis aussi, on a parlé avec Henri Gaillardi de cet ouvrage et il sera après-demain mercredi à la médiathèque du Lamentin où il va signer cet ouvrage et surtout en discuter. C'est un ouvrage qui pose un certain nombre de problématiques nécessaires au niveau de l'éducation. Il ne faut pas l'esprit à monde fermé, il faut ouvrir les bois. Nous avons fait le journal là. Merci d'être avec nous tous les jours du lundi au vendredi de 12h30 à 14h. Réalisation Zébris, on se retrouve demain à la même heure. Bon force pour tout le monde et si c'est pour manger, profitez. Moi-même, je vais prévoir. Merci. C'est fini.